Bonjour chers amis, je voulais réfléchir avec vous dans ces émissions que nous allons avoir pendant le mois de juin sur ce que peuvent être des familles imparfaites, celles d'aujourd'hui, celles de notre société, pour sortir de ce tout ou rien, vous savez, la famille idéale, homme, maman, papa, tous les enfants, tout va bien, et puis il y aurait d'autres familles. On sait que notre société a, pour ainsi dire, produit ce que l'on appelle d'autres modèles de famille. Aujourd'hui, on ne peut plus dire la famille, on dit même les familles. Ça veut dire qu'il y a à la fois une sorte de famille parfaite, et nous sommes tous enclins à vouloir une famille parfaite, comme on dit bien sous tout rapport, c'est-à-dire où il y a tous ces équilibres si riches entre une alliance entre un homme et une femme, et puis une parentalité qui construit la famille. Le bonheur est au rendez-vous, pensons-nous, dans ces familles-là, parce qu'elles continuent à être désirées. Là où les rapports sont paisibles, les enfants bien élevés, tout le monde réussit bien sa vie, il y a de la sécurité. Voilà, c'est tout ça qui est une sorte de perfection que nous désirons peut-être pour notre propre famille, celle qui ne connaît pas encore cette perfection, et puis celle que nous avons peut-être l'intention de construire. Ça veut dire que ça touche des désirs fondamentaux dans le cœur de l'homme. Pourtant, on voit bien que les difficultés ne manquent pas, parce que ça, c'est le lot de la nature humaine, et que justement, sans rechercher la perfection, s'il est légitime de vouloir bien construire une famille dans ces buts merveilleux, mais qui correspondraient à des êtres parfaits, en fait, il s'agit de chercher quelque chose qui n'est pas une perfection, mais plutôt la sainteté dans ce réalisme bien chrétien, c'est-à-dire sans avoir cet idéal orgueilleux et inatteignable de réussir sa famille. Je crois qu'il vaut mieux plutôt chercher à être saint dans sa famille. Voilà, et on voit bien qu'on peut s'unir pour les joies et les peines, c'est ce que l'on dit dans le mariage, et en même temps, c'est dans la façon de vivre ensuite nos contrariétés, nos insuffisances, nos péchés, nos manques, et puis tous les accidents de la vie qui peuvent nous marquer, c'est dans la façon de vivre tout cela qu'il y a un chemin de sainteté. Dieu ne manque pas d'être avec nous, non pas parce que ça y est, enfin nous serions dans une famille tout à fait parfaite, mais au contraire parce que nous désirons vivre saintement ce qu'est, dans les faits, notre famille d'aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est légitime de vivre en famille, même s'il ne faut pas avoir cette attente de perfection. La vraie question aujourd'hui, ça c'est un changement, c'est que dans le droit, on a aujourd'hui une sorte de choix possible, et on a, parce que le droit a encouragé ces différentes structures familiales qui possèdent leurs imperfections, je dirais, natives, dès le départ, des structures familiales aujourd'hui, soit les structures monoparentales parce qu'il n'y a qu'un seul parent, ce qui est tout de même une sorte de manque quelque part, s'il en manque un. Ce sont les familles recomposées, où nous verrons qu'il y a d'autres types de problèmes. Et puis il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les familles homoparentales. Nous en parlerons aussi pour comprendre ce qui se passe dans ces diverses familles. Pour ce qui est donc des familles monoparentales, eh bien aujourd'hui en France, il y a entre 22 et 23% de familles que l'on classe dans les familles monoparentales. Et 85% de celles-là, ce sont des familles où il y a une mère seule, c'est pas avec un père. Alors ces familles monoparentales, ce sont d'abord celles qui le deviennent après la mort d'un conjoint, et d'autres par choix, quelquefois, d'une mère qui veut rester seule après la naissance de son enfant. Il y a donc des mères qui choisissent de ne pas vivre avec le père. Voilà, et donc ça fait ce qu'on appelait autrefois des filles-mères. Mais la majorité de ces familles monoparentales découle de la rupture d'un lien conjugal. Et ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu l'échec d'une relation conjugale
qui se répand paradoxalement beaucoup aujourd'hui, alors qu'on est dans un siècle qui parle beaucoup de communication, qui nous donne des tas de moyens de bien communiquer. Mais du côté du mariage, eh bien, c'est peut-être ces manques de communication qui provoquent trop souvent des séparations. Bon, il y a d'autres raisons à ça. Vous savez, les raisons du divorce, c'est parce que sans doute l'amour est plus hédoniste. Il a une sorte d'ambition qui ne correspond pas à l'amour qui est nécessaire dans la vie du mariage. Je veux dire, c'est l'amour de don qui fait la solidité du mariage, c'est la fidélité. C'est pas la recherche du plaisir et de l'équilibre avec quelqu'un. Ça, c'est très vite tourné vers soi. Et cet égoïsme qui est un ennemi juré de la vie du mariage. Mais il est prouvé qu'un homme qui reste seul refait très souvent sa vie. Et sa famille devient alors souvent d'ailleurs une famille recomposée. Mais ça, c'est plus fréquent qu'une mère seule qui ne se remarie pas toujours. C'est presque 50% des mères seules qui ne se remarient pas après un divorce. En tout cas, ces femmes-là, ça fait des familles monoparentales et on voit bien qu'elles assument seules les charges de la famille et de toute l'éducation. Quelquefois comme de véritables mères courage, parce qu'elles doivent à la fois travailler, nourrir les enfants, assumer l'école, les déplacements, toutes les activités et puis tous les loisirs de tout ce petit monde. Peut-être que certaines, pour moi, font partie de ce qu'on pourrait appeler les saintes des temps modernes. Voilà, ça donc c'est une réalité de pas mal de familles monoparentales. Mais elles souffrent, ces femmes-là, elles souffrent à plus d'un titre du peu de compréhension et d'aide quelquefois qui leur sont apportées dans leur situation. Et dans ces familles-là, où je dis la majorité ce sont avec des mères seules, c'est l'absence du père qui est très douloureuse à plusieurs titres. Et ce sont ces mères-là qui sont capables aussi de le reconnaître. Parce que, de toutes les façons, les parents restés seuls sont un peu comme les pauvres de notre temps, quelquefois culpabilisés d'avoir brisé un couple et ainsi d'avoir fait souffrir leurs enfants. Mais la moitié des enfants dans ces familles monoparentales ne voient pas leur père. Et ça, c'est... ou alors quelques jours par an, pas plus que ça. Et si leur majorité arrive à se construire malgré cela, avec une certaine résilience chez ces enfants du divorce, c'est pas une raison en tout cas pour favoriser cette situation en prenant la décision d'origine de fonder une famille monoparentale. Je veux dire qu'on peut la subir parce qu'elle est le fruit donc d'un accident, d'un divorce, d'un deuil, mais que la loi mette cela au même plan, sur le même plan qu'une famille où il y aura une famille complète. Je crois que c'est là qu'est la question de notre temps, où le droit relatif, le droit positif, permet justement de créer des nouveaux modèles de famille au choix de chacun, alors qu'il reste très, très, très évidemment que c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et donc, être dans une famille monoparentale, les enfants le disent eux-mêmes, c'est moins bien que d'être dans une famille, je dirais, normale, entre guillemets. Et pourtant, vous voyez que dans ces familles monoparentales, et je salue encore ces femmes qui sont divorcées, qui choisissent de rester fidèles à leur conjoint et de ne pas refaire leur vie, ce sont des divorcés fidèles, ça existe, c'est une expression refaire leur vie d'ailleurs qui nie trop la réalité d'un passé. Et donc ces femmes-là ne refont pas leur vie, mais elles restent fidèles à leur conjoint. Voilà, pourtant on peut dire souvent que c'est plus facile de repartir dans une nouvelle union, d'avoir des secondes noces, alors que ce n'est pas toujours, absolument pas, la solution la plus merveilleuse. La réalité est complexe, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut en tout cas toujours avoir plus de compassion que de jugement sur les situations de ces familles monoparentales. Alors, après la pause, nous allons nous situer non pas du côté de cette maman toute seule ou de ce papa tout seul, qu'est-ce que c'est qu'une famille monoparentale, mais plutôt qu'est-ce qui se passe du côté des enfants.
et ce qu'on appelle les enfants du divorce. Alors, de fait, dans une famille monoparentale, on peut plaindre effectivement le conjoint qui est resté seul, qui a été abandonné peut-être, ou le veuf ou la veuve. Mais dans ces familles monoparentales, c'est d'abord les enfants sur lesquels il faut mettre le coup de projecteur. Parce que, à cause de la séparation des parents, qu'elle ait été voulue ou subie, mais aussi ça s'applique au cas du veuvage pour les enfants qui sont orphelins. De fait, ces enfants-là sont quand même assez marqués par le fait qu'ils n'ont plus qu'un seul parent. Parce que ça fait grandir une certaine insécurité affective. Il y a ce qu'on appelle l'angoisse d'abandon. Ça, c'est très clair chez l'orphelin, mais aussi chez les enfants du divorce. Il y a un conflit de loyauté entre les deux parents. Quand les parents sont séparés et que l'enfant ne vit qu'avec un seul des parents, il y a ce conflit de loyauté qui existe entre les deux parents. Quelquefois même une culpabilité. Les enfants du divorce, vous savez, se reconnaissent quelquefois comme coupables de la séparation de leurs parents. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais ces enfants perdent en tout cas les repères d'une famille où on peut s'établir sur père et mère, où il y a cet équilibre qui est un peu essentiel au développement de l'enfant. Et donc, c'est pour eux comme le sujet d'un sacrifice. Voilà. Ils devraient être l'objet de plus d'attention et ils en ont moins. Et donc, il ne faudrait pas dire, comme l'on l'entend dire souvent, la meilleure chose pour les enfants, c'est que les parents se séparent quand ils se disputent trop.
Non, je crois que le mal est plus grave à cause du divorce que à cause des disputes. Surtout que des gens qui se disputent, il faut évidemment qu'ils se réconcilient. Et le meilleur exemple que des parents peuvent toujours donner à des enfants, c'est, comme on dit quelquefois, non pas d'être heureux soi-même en refaisant sa vie, mais en étant attentif à ce que nos enfants, ceux du divorce, les enfants du divorce, sont les enfants de deux parents désunis et séparés, mais qui restent toujours leurs parents. Et beaucoup d'enfants, dans ces familles monoparentales, ont ce secret désir, justement, de réconcilier leurs parents. Parce que leur existence tient à cette union qui leur a donné le jour. Et le fantasme ou le rêve d'un enfant de divorcé, c'est que ses parents se retrouvent un jour, qu'ils se réconcilient. Même d'ailleurs s'ils ne reprennent pas la vie commune. Et c'est tout ça qui peut justement reconstruire la crédibilité des parents comme éducateurs légitimes si, malgré le divorce, il subsiste cette importance des deux parents qui pourtant ne vivent plus ensemble. Voilà. Et c'est vrai qu'autrefois, les parents dépassaient un peu leurs sentiments, leurs passions personnelles pour se rendre plus responsables de leurs enfants. Et donc, on ne divorçait pas et on pouvait continuer à vivre déjà souvent des tensions peut-être, mais parce que ce qui primait, c'était les enfants. Et ça, c'est un verrou qui a sauté. Aujourd'hui, on pense plus à peut-être son bonheur personnel, et tout en sachant qu'on impose quelque chose à l'enfant, eh bien, tout simplement, on passe au-delà de ça. Donc, cette souffrance des enfants du divorce, à mon avis, elle n'est pas assez mise en valeur, elle est même quelquefois tout à fait niée. Le mythe du bon divorce nous fait penser que on divorce maintenant de façon très commode, tout se passe bien, et que finalement, les enfants, ça doit grosso modo à peu près s'arranger comme on peut. Eh bien, c'est souvent aller à l'encontre quand même de ces blessures profondes qui sont dans ces enfants du divorce. Voilà, ce rôle du parent, vous voyez, on sait bien, est tellement important que on ne peut pas parler de modèle équivalent quand on dit que des familles monoparentales, ça a le même statut que des familles normales. Et on ne peut pas considérer que c'est la même chose et qu'il y a quelque chose qui est bon dans sa constitution, cette loi naturelle où les enfants sont le fruit d'un amour plus ou moins bien vécu entre un homme et une femme. Ça, c'est un modèle qui est toujours préférable à un modèle où un des parents est carrément rayé de la carte. Voilà. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui l'individu dans le couple est premier, hein, que c'est le couple finalement qui est premier par rapport à la famille, que finalement on passe à côté de cet effort qu'il faudrait faire pour les enfants dans ces familles monoparentales. En tout cas, cette déchirure intérieure dans le cœur de l'enfant, on voit bien que c'est comme un petit symptôme de mort, puisque sa propre vie, tout d'un coup, se révèle ne plus avoir ce soubassement qui se trouve chez le père et la mère. Et c'est ce qui fait que cette blessure profonde dans le cœur des enfants les pousse à vivre quelquefois une sorte de régression, au moins pour un temps. Ils deviennent des petits-enfants, ou alors ils ont quelquefois à l'inverse, ils peuvent avoir une capacité à rebondir, ça s'appelle la résilience. Ils en font, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Et ces enfants des familles monoparentales se construisent bon an, mal an, et ils cherchent souvent, justement, à substituer le parent manquant. C'est comme ça qu'un enfant élevé par une maman toute seule, eh bien, il aura besoin d'un professeur, d'un chef scout, d'un prêtre, etc., une figure paternelle, où ça peut être aussi le grand-père qui joue ce rôle. Il a absolument besoin de ça pour reconstituer un peu cet univers familial, qu'on va dire naturel, face à cette structure de la monoparentalité, où de fait, il y a
un manque, il y a quelque chose qui claudique. C'est comme quand on veut marcher avec une seule patte. Alors, du côté du parent, bien sûr que c'est pas non plus simple d'être parent seul. Ça reste un vrai combat quotidien. Il faut y mettre beaucoup de foi. Et on sait bien les difficultés aussi éducatives. Quand un seul des parents doit être à la fois faire le masculin et le féminin, faire l'autorité et en même temps garder la tendresse, etc. C'est faire sur une seule personne ce qui normalement relève de la communion de deux personnes qui sont parents ensemble. Cette déchirure qui est causée par le manque d'un parent chez l'enfant, souvent doit être comme compensée par un surcroît d'amour. Je pense aux grands-parents qui jouent justement ce rôle, qui peuvent apporter un peu ce qui manque à cette petite famille monoparentale. Également, dans une famille monoparentale, il s'agit de respecter l'autre conjoint quand c'est à cause d'un divorce que la famille est monoparentale. Et il faut s'interdire de le dénigrer parce que c'est pour l'enfant qu'il faut faire cela. Et peut-être aussi, il faut arriver à pardonner à celui qui est parti. Et on voit bien ces femmes séparées ou divorcées qui arrivent à valoriser le parent absent. Alors quand c'est le veuvage, c'est beaucoup plus facile. Quand c'est le divorce, il faut qu'il y ait cette attention à conserver une certaine figure positive du papa ou de la maman quand ils ne sont plus là, parce que c'est pour le bien de l'enfant. Voilà, c'est bien ça, toutes ces difficultés dans les familles monoparentales qui nous font comprendre que c'est grave de faire une famille monoparentale d'entrée de jeu, de la constituer ainsi, de divorcer trop facilement sans penser à toutes ses conséquences. Et quand on est veuf ou veuve, eh bien, c'est aussi quelquefois parce qu'on peut se remarier que quelque chose peut aussi, bien sûr, retrouver cette structure finalement naturelle de retrouver père et mère pour élever des enfants. Il y a vraiment un deuil du côté de l'enfant, un deuil d'une famille idéale, mais peut-être que ça les aide aussi à construire dans leur univers, dans leur vocation, dans ce qu'ils envisagent pour leur propre avenir. Peut-être que ces enfants, dans les familles monoparentales, se disposent beaucoup mieux, se sont plus fortifiés, surtout si le conjoint seul prend bien sa place, qu'il n'a pas des aventures ou qu'il a trop vite refait sa vie avec n'importe qui, quand il garde bien sa place qui est première de rester le parent de ses enfants, eh bien cela, ça fortifie l'enfant pour justement désirer un jour faire une famille, je répète, selon le droit naturel, c'est-à-dire reconstruire avec père, mère et enfant une famille. Parce que, je termine avec cela, c'est bien la famille naturelle qui reste le bon plan, c'est le bon schéma pour le bonheur de chacun dans la famille.